Bonjour tout le monde, merci d'être présent pour cette conférence du CEF. Mon nom est Marc Mazera, je suis directeur du Centre d'études de la forêt de l'Université Laval. Aujourd'hui, on a un super conférencier qui s'est promené partout. Il a, il a étudié à l'Université Laval au bac, maîtrise et doctorat. Il a fait également un postdoc à l'Université de Toronto. Puis, il s'intéresse au stress, à la vigueur. Puis je crois qu'il est très vigoureux pour ses expéditions qu'il a réalisées dans le Grand Nord. Ça me fait très plaisir d'accueillir aujourd'hui Guillaume Moreau, qui est un nouveau professeur à l'Université Laval au département des sciences du bois et de la forêt, puis également nouveau membre associé du Centre d'études de la forêt. Fait que je t'invite maintenant à présenter ta conférence, Guillaume, puis je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. En fait, c'est la première conférence que je donne là, dans le cadre du CEF. Alors, je vais commencer ma présentation par justement me présenter un petit peu moi, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux développer, qu'est-ce que j'ai fait aussi dans les dernières années, qu'est-ce qui fait partie de mon programme puis de mon laboratoire de recherche. Et après, je vais rentrer de manière un petit peu plus spécifique sur justement un des axes de recherche que j'aime beaucoup, qui est les relations croissance-climat, en fait, qui m'a amené à faire des expéditions dans l'Arctique, mais aujourd'hui, je vais m'en tenir à la recherche. Je ne me lancerai pas dans un récit d'aventure. Alors, en gros, ce qui m'intéresse vraiment beaucoup là, dans les dernières années et ce que je cherche à développer davantage avec mon programme de recherche, ça se divise en fait en 3 volets qui, je trouve, sont très complémentaires. Il faut dire que je suis professeur de sylviculture. Alors, un premier volet, j'aime réanalyser les dispositifs sylvicoles existants pour justement chercher les attributs là, des peuplements qui leur confèrent une plus grande résistance et résilience à différents types de stresseurs. J'essaie aussi de mettre en œuvre des essais sylvicoles, hein, comme tout bon sylviculteur. Et bon, pour ce qui est plus en lien avec la thématique de la présentation aujourd'hui, j'aime beaucoup incorporer les stress climatiques là, dans les modèles de croissance. Alors, le premier volet, c'est ça, vraiment, j'essaie d'avoir une approche assez multidisciplinaire. J'utilise beaucoup la dendrochronologie. C'est vraiment quelque chose là, que j'adore depuis que je suis à la maîtrise. Mais aussi combiner ça avec des suivis là, temporels des placettes échantillons permanentes que j'ai utilisées énormément et de la télédétection pour justement reconstruire les dynamiques passées et revoir justement des dispositifs sylvicoles, à savoir, mais vraiment avec un nouvel angle. Je cherche vraiment à identifier là, qu'est-ce qu'on a fait dans le passé qui a réussi à diminuer la vulnérabilité de nos peuplements, encore une fois, à plein de types de stresseurs. Je suis vraiment dans une approche multirisque, où dans un contexte de changements globaux, on ne sait pas exactement ce qui s'en vient, des nouveaux insectes, des nouveaux épidémies, des nouveaux pathogènes, des sécheresses, plein de types de perturbations différentes. Donc, je suis vraiment à la recherche d'outils sylvicoles, finalement, qui nous permettraient de diminuer la vulnérabilité, mais vraiment assez générale là, de nos forêts. Bon, j'ai justement là, travaillé à faire ici au Québec, mais aussi dans le monde, en faisant des articles synthèses pour essayer de trouver, chercher dans la littérature, est-ce qu'on a des outils qui permettent de diminuer la vulnérabilité des peuplements de manière assez générale. Je me suis intéressé particulièrement à l'éclercie commerciale, parce que et pré-commerciale, parce que c'est un des traitements sylvicoles qui est fait le plus partout sur la planète. Et justement, bon, je me suis intéressé beaucoup à ce genre de choses-là. Récemment, j'ai même développé une méta-analyse, en fait, pour essayer d'identifier est-ce que l'éclaircie commerciale et pré-commerciale, finalement, les éclaircies ont le potentiel de diminuer la vulnérabilité en regardant la croissance, la mortalité, mais aussi des dommages, par exemple, dans des peuplements qui ont brûlé, par exemple, ou dans des peuplements qui sont affectés par des insectes. Et c'est intéressant, ça, c'est des résultats préliminaires, justement, mais ce que ça montre, bon, là, il y a un petit peu trop de choses. Je voulais juste, en gros, dire que je travaille là-dessus présentement et sans rentrer dans les détails de tout ce graphique-là, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il semble avoir un excellent potentiel, autant pour les sécheresses que pour les feux, avec les éclaircies sélectives, que même ce qu'on démontre dans cette méta-analyse-là, c'est que pour les insectes et les pathogènes aussi, ça semble, il y a vraiment un effet significatif là, qui ressort de cette analyse-là, de méta-analyse. Et bref, ça peut nous aider finalement, et c'est le cas aussi même pour le vent.
Le dernier ici, qui est en bas à gauche, c'est vraiment l'effet pour le vent qui n'est pas très fort. Mais ce qu'on se rend compte, c'est lorsqu'on fait une éclaircie qui est à faible intensité, ça a un effet positif sur la résistance et la résilience de nos peuplements. Et souvent, c'est vraiment à cause du vent qu'on s'empêche de faire des éclaircies. C'est là où, si on ouvre trop dans des forêts un peu plus âgées, il y a un potentiel d'avoir beaucoup de chablis puis beaucoup de perturbations. On se rend compte que, bon, ça dépend toujours des écosystèmes qu'on étudie, mais pour les écosystèmes qui sont à travers justement le monde ici, là, sur cette carte, bien, il semble avoir relativement peu de risques. Un constat qui est vraiment important, par contre, c'est qu'il y a un manque important de données empiriques au Canada. La majorité de la littérature qui a été faite dans le monde, c'est vraiment aux États-Unis et en Europe, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et sinon, c'est plutôt des exceptions là, ailleurs sur la planète. Alors, j'essaie vraiment de revisiter des traitements sylvicoles qu'on a faits là, au Canada et au Québec pour essayer d'avoir plus d'informations spécifiques aux écosystèmes forestiers canadiens. Sinon, bien, comme je disais, j'essaie de mettre en œuvre des essais sylvicoles. Je m'intéresse beaucoup aux coupes partielles, qui était le sujet principal de ma maîtrise et de mon doctorat, mais aussi la migration assistée. Un exemple, justement, dans les dernières années, je me suis intéressé énormément aux relations entre les caractéristiques physiques des arbres, finalement, des caractéristiques qui sont facilement mesurables, qu'on peut voir lorsqu'on est un marteleur, justement, ou lorsqu'on veut faire une coupe dans une forêt, qu'on marche dans une forêt. Est-ce que l'arbre, il y a une belle cime? Est-ce qu'il y a de la mortalité en cime? Est-ce qu'il y a des défauts de tronc, etc.? C'est quoi le lien entre toutes ces caractéristiques-là et leur vigueur, donc leur potentiel de croissance et leur probabilité de mortalité, finalement? À force d'étudier ces relations-là, c'est quoi la relation entre, justement, tout plein de défauts qu'on mesure et qu'on utilise en sylviculture? Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de défauts, en fait, qui étaient en lien avec la vigueur des arbres. Il y avait beaucoup de défauts, par contre, qui étaient en lien avec la qualité, donc la valeur monétaire. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les systèmes qu'on utilise présentement au Canada, dont le système MSCR au Québec, ça se veut être des systèmes qui utilisent la vigueur, mais en réalité, c'est surtout en lien avec la qualité. C'est en lien avec la valeur monétaire des arbres, mais pas vraiment avec leur potentiel de croissance et la survie. Et ça nous a amené finalement, au fil des ans, à proposer un nouveau système pour aider justement à identifier les arbres à récolter lorsqu'on fait des coupes partielles. Et présentement, bien, il y a des dispositifs qui sont mis en place en Ontario, avec Haliburton Forest et le ministère qui nous aide, aussi au Québec avec Domtar, qui est un de mes partenaires, et c'est aussi en collaboration là, avec la Direction de la recherche forestière. Et il y a aussi la forêt communautaire de Hereford là, qui se rajoute. Alors bref, on est en train de mettre en place des dispositifs pour comparer différents types de traitements. Encore une fois, le but, c'est d'avoir des peuplements qui sont productifs et qui sont vigoureux. Et en général, les peuplements qui sont vigoureux, c'est des peuplements qui ont une meilleure croissance, qui sont plus résistants et plus résilients, encore une fois, à différents types de stresseurs. Alors, tout ça est un peu relié. Et finalement, je m'implique activement dans un dispositif de migration assistée qui s'appelle Transix, qui a été développé par Loïc d'Orangeville à UNB. Il y a justement une station à la forêt Montmorency et à Simon-Couche. Justement, j'ai des étudiants qui commencent à travailler qui aident finalement à mettre en place ces dispositifs-là. Au final, c'est 11 stations en Amérique du Nord avec 5 espèces résineuses, 5 espèces feuillues qui sont d'importance. Et pour chacune des espèces, là, il y a 6 populations. Et ça, c'est des plants, finalement, qu'on va planter. Ici, vous pouvez voir là, la forêt Montmorency. C'est un site, mais bon, ça va jusqu'à Duke, aux États-Unis, alors vraiment, vraiment au sud. Et c'est les mêmes espèces, les mêmes populations qu'on va planter. Et là, on va étudier justement leur croissance, leur survie. Et c'est quoi le potentiel pour toutes ces espèces-là en termes de migration assistée. On devrait apprendre beaucoup de choses sur la tolérance au stress climatique, mais aussi sur la capacité là, des stations plus boréales à accueillir des espèces tempérées et sur le rôle de la variation génétique, là, sur la capacité d'établissement des espèces. Alors, ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et finalement, améliorer notre anticipation de la croissance future pour ultimement adapter les décisions sylvicoles en conséquence. En gros, ce qui m'intéresse énormément, moi, c'est les stress climatiques ponctuels. Alors, on fait beaucoup de modélisation de croissance dans les dernières années en lien avec des variables assez larges. C'est la température, les précipitations à l'échelle annuelle, ou on utilise à l'échelle du mois.
Mais quand on y pense, on segmente finalement la température à l'année, oui, mais surtout à l'échelle du mois, parfois de manière un peu aléatoire. Hein, lorsqu'on est un arbre, la température en juillet versus la température en août, tout ça est un peu relié. Alors, je m'intéresse, moi, à des stress qui sont plus ponctuels, comme des gels-dégels au printemps, des gels qui arrivent à l'automne, des épisodes de sécheresse intense qui arrivent dans la saison de croissance, des froids extrêmes durant l'hiver, des chaleurs extrêmes durant l'été, tout ce genre d'anomalies climatiques qui arrivent de plus en plus avec les changements climatiques et comment ça affecte la croissance. Et c'est justement là-dedans, là, ça m'amène dans le vif du sujet. Je fais un survol aujourd'hui assez rapide de différents projets de recherche qui a été fait que j'ai fait moi, soit au doctorat ou en postdoctorat, et ce qui est fait présentement dans le laboratoire, dans mon laboratoire, sous ma supervision. Alors, comme je l'ai dit, les changements climatiques, bon, on le sait, une augmentation de la température en général. Les précipitations, c'est assez variable. À des endroits, ça augmente, à des endroits, ça diminue, à des endroits, ça reste la même quantité de précipitations, mais ça arrive plus à l'hiver, plus à l'été, plus sous forme d'averses super violentes, etc. Alors, les précipitations, c'est un petit peu plus difficile à prévoir. Pour ce qui est de la température, on le sait, en général, la planète se réchauffe. Quelque chose de super, super important, c'est qu'il y a une augmentation de fréquence et de sévérité, comme je disais, des stress climatiques. Et c'est des stress climatiques c'est pas comme un grand feu de forêt, qui sont des perturbations super importantes. Je pense qu'on l'a tous, on le comprend maintenant. Mais c'est ça, ces perturbations-là, c'est assez facile de voir l'impact d'un feu de forêt dans une forêt. Tu sais, les arbres sont brûlés. Par contre, lorsqu'il arrive une sécheresse, suivie d'un gel-dégel, suivie d'une épidémie, c'est des perturbations qui sont subtiles, mais qui, à la longue, peuvent avoir un impact super important sur les dynamiques de croissance et de mortalité dans nos écosystèmes. Et ça, moi, c'est quelque chose, le fait que ce soit des relations subtiles, difficiles à identifier, moi, ça me passionne, et je le fais principalement avec la dendrochronologie. Alors, je vais vous résumer rapidement, là, en forêt tempérée, qu'est-ce qu'on a montré dans les dernières années. Ici, c'est un exemple, en fait, d'un de mes chapitres au doctorat, où je m'intéressais particulièrement là, à l'érable à sucre et aux relations entre l'érable à sucre et le climat. Et quand, justement, je prenais des variables climatiques à l'échelle du mois, donc ici, là, c'est vraiment c'est des modèles qui testent plein de variables. Ici on a la température. Cet exemple-là, c'est les précipitations, mais bon, je l'ai fait pour la température aussi. Les précipitations de l'année ou de l'année précédente. Et là, on essayait le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre. Les premiers projets de dendroclimatologie qui ont été faits, c'était beaucoup avec ce genre de données-là. Ce que je voyais, finalement, c'est qu'il n'y avait rien de significatif. Et la conclusion pourrait être l'érable à sucre qui est tout simplement pas influencé par le climat. Je me doutais que ce n'était pas vraiment le cas. Un autre aspect qui est intéressant aussi, c'est quand je regardais ces relations-là à l'échelle du mois, c'est que je me rendais compte que ces relations-là n'étaient pas stables dans le temps. Et ça, ce n'est pas toujours utilisé lorsqu'on s'intéresse aux relations croissance-climat, d'essayer de regarder comment ça varie dans le temps. Et quand je montais justement dans les années 60 aux années 80, et que tranquillement, je déplaçais justement les relations, et que je remontais jusqu'à 2015, mais je me rendais compte que pour plusieurs variables qui n'étaient pas vraiment significatives, ou ils étaient significatives à une période, dans les années 50, 60, 70, par exemple, on pourrait dire la température au mois de mai, c'était positif. Mais avec le temps, bien, on voit que ça change complètement et ça devient négatif, même parfois fortement négatif. Alors, on voit vraiment une espèce le fait que ce n'est pas des relations qui sont stables. Et ça, c'est quand même assez surprenant. Et ça m'a amené à essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui peut causer cette instabilité-là? C'est là où j'ai commencé, en fait, à m'intéresser à des événements vraiment très ponctuels de sécheresse ou de gel tardif au printemps. Et ce que ça montrait ici, c'est un exemple. Encore une fois, j'ai fait ça en estrie et en Beauce. Ça, vous voyez, là, en Y, c'est la croissance indicée. En X, on a le temps, finalement. Et ce qu'on voyait, vous voyez, lorsque les bandes ils sont rouges foncées, c'est des sécheresses particulièrement importantes. Lorsque c'est des bandes qui sont bleues foncées, comme ici en 1981, c'est des événements de gel printanier qui sont particulièrement importants. Donc, la saison de croissance a commencé. On a absorbé beaucoup d'énergie, il y a eu beaucoup de chaleur, et là, tard au printemps, il y a eu un gel important.
Et ça crée des chutes de croissance super importantes. En fait, c'est ce que montrait ce chapitre-là avec l'érable à sucre. C'était la première fois, en fait, à ma connaissance, là, en Amérique du Nord, qu'on était vraiment capable de quantifier l'effet à quel point, justement, un événement comme ça de gel printanier, là, à quel point ça avait des probabilités de créer des chutes de croissance abruptes et en fonction vraiment là, de l'intensité de cet événement-là, de manière continue, comme ce graphique-là, justement. Ici, c'est la probabilité d'avoir une chute de croissance en fonction de à quel point on a accumulé de la chaleur durant le début de la saison de croissance avant qu'il y ait un dernier gel. Et bref, on voyait qu'il y avait un effet là, vraiment significatif. Ça restait une étude qui était très limitée. Je n'avais pas beaucoup d'arbres et c'était vraiment de la dendroclimatologie assez fondamentale avec des indices de croissance qu'on indice. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais ça reste qu'il y a certaines limites à ce genre d'approche-là. Et j'avais 2 séries en Estrie et en Beauce. Ça reste assez limité. Par contre, dans un autre chapitre de doctorat, ce que j'avais observé en regardant beaucoup plus d'arbres, finalement, ce que j'avais observé, c'est que justement, on retrouve ici 1981, je vous l'ai montré au graphique précédent, c'est quand je regardais tous les arbres qui sont morts, j'avais réussi à interdater beaucoup d'érables à sucre qui étaient morts après des coupes. Et moi, à la base, mon but, c'est de regarder la dynamique de croissance et de mortalité après coupe. Mais ce que je m'étais rendu compte, à force de regarder des centaines d'arbres et de passer des centaines d'heures au laboratoire de dendrochronologie, c'est qu'il se passait vraiment toujours quelque chose ici, à partir de 1981, qui est le gel super important que j'ai observé. À partir de là, on sait que dans les années suivantes, en plus, il y a eu une épidémie d'insectes. Et dans les années avant, il y avait eu une sécheresse ou 2. Et on dirait que, en tout cas, pour tous les arbres, moi, que j'avais réussi à interdater qui étaient morts, bien, on voyait vraiment là, qu'il y avait eu, peu importe la croissance avant 1981, il y a comme 3 niveaux de croissance, il y avait eu une chute importante, et j'avais beaucoup d'arbres qui s'en étaient jamais remis, beaucoup d'érables à sucre après qui n'avaient aucune croissance et qui finissaient par mourir, ou que c'est vraiment ce moment-là où ça amorçait un déclin de croissance progressif. Alors, c'est vraiment encore une fois, c'est des événements qui sont assez subtils, mais qui peuvent avoir un impact important dans la dynamique forestière. Encore une fois, je l'ai dit, moi, mon projet était assez limité. Heureusement, j'ai eu du renfort. David Voyer, qui est justement ici, qui a fait un doctorat avec la direction de la recherche forestière. Eux, ensemble, ils ont mis sur pied une base de dendrochronologie beaucoup plus importante qui couvrait justement une super belle partie là, des érablières qu'on a au Québec. Et ce qui est intéressant, c'est que là, à chaque site, ils carottaient tous les arbres, autant les petits, autant les gros, les arbres dominants, les arbres codominants, les arbres intermédiaires. Et on avait, finalement, là, David vraiment avait un beau jeu de données et je l'ai aidé, sans nécessairement diriger là, sa thèse, je l'ai aidé dans son 3e chapitre, finalement, à utiliser cette base de données-là exceptionnelle et à refaire le même genre d'analyse avec les gels et les sécheresses. Et ce que ça montrait, encore une fois, ça leur sortit de manière très, très, très fortement, finalement, dans ces modèles, que les gels printaniers influençaient la croissance et la probabilité d'avoir des chutes de croissance. Et là, ce qui était intéressant, en fait, ici, FI Index, c'est pour Frost Index, donc c'est les gels. DI, c'est pour Drought Index. On regardait aussi la sécheresse. Et ce qu'on voyait, c'est que c'était intéressant, c'est que la vulnérabilité, finalement, à ces événements-là n'était pas la même pour les arbres qui étaient dominants et les arbres qui étaient opprimés. On voyait que ce n'était pas la même non plus pour les arbres qui étaient jeunes et les arbres qui étaient vieux. Et on voyait que ce n'était pas nécessairement la même, en fait, c'était l'opposé presque, dans certains cas, pour ce qui te rend vulnérable aux sécheresses en termes d'âge, bien, c'est un petit peu l'inverse, finalement, ce qui te rend vulnérable au gel printanier et vice-versa. Donc, on se rendait compte que, dépendamment du stress climatique, ce n'est pas les mêmes arbres qui sont affectés dans le peuplement, et ça confirmait beaucoup de choses que j'avais observées durant mon doctorat. Un autre aspect vraiment intéressant, je trouve, de cette recherche-là, c'est qu'on pouvait comparer 2 domaines bioclimatiques. Et ce que David s'est rendu compte, finalement, dans ses modèles, c'est que plus on était au nord, ces graphiques-là, en gros, ce que ça montre, c'est dans le domaine là, de la sapinière à bouleau jaune, les arbres, la sécheresse, les arbres, en fait, leur croissance, qui est en haut ici, c'est la croissance des arbres, c'est plus négativement affecté par les gels printaniers. Et même chose, ce graphique-là, en fait, c'est l'inverse, c'est les probabilités d'avoir des chutes de croissance. Alors, encore une fois,
la probabilité d'avoir des chutes de croissance était plus élevée dans la sapinière à bouleau jaune, là où on est vraiment plus à la limite nordique des arbres. Alors, encore une fois, ça permet de raffiner c'est quels types de peuplements qui sont plus vulnérables à ce genre d'événements-là. J'enchaîne, en fait, je saute de la forêt tempérée feuillue à la limite nordique de la forêt boréale. J'ai fait un doctorat, encore une fois, en sylviculture. Je m'intéressais beaucoup aux dynamiques de croissance et mortalité après des coupes partielles. Et à cause, justement, de mes études dendrochronologiques, je me suis mis à m'intéresser aux événements et au stress climatique, comme je vous ai expliqué, à cause de mes analyses de mortalité. Puis je me rendais compte que dans les années 80, il se passait quelque chose. Je voulais trouver une réponse à ça. Là, on l'avait identifié, c'était les gels printaniers et une épidémie d'insectes. En parallèle à ça, j'ai fait beaucoup d'aventures dans ma vie, beaucoup d'expéditions. Depuis que je suis tout jeune, je partais à chaque été faire des expéditions de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La toute dernière était la traversée du Canada dans l'axe nord-sud sur 8 mois. Et justement, bon, je faisais ça par amour pour l'aventure, premièrement, mais à un certain moment donné, je me suis rendu compte, parce que j'étais à la maîtrise, qu'il y avait un certain potentiel pour la recherche, finalement, avec ces aventures-là. Pourquoi? Bien, parce que, en gros, lorsque le Nord, en général, il y a ce que moi j'appelle des enclaves de forêt boréale. Donc, c'est des grandes rivières sauvages que moi, bien, je remontais ou je descendais en canot, qui sont bordées par justement des enclaves de forêt boréale qui parfois se rendent jusqu'à plusieurs, qui permettent de faire monter finalement la limite nordique des arbres de plusieurs centaines de kilomètres. Et on le sait, hein, je ne vous apprendrai rien, le Nord se réchauffe plus vite que partout ailleurs, finalement. Et ici, où vous voyez le cercle vert, bien ça, c'est en général, je passe par là en expédition et je passe régulièrement de la toundra à la forêt boréale, mais à un certain moment, bien, il y a toujours la limite des arbres que je croise. Et ça m'a amené finalement à m'intéresser beaucoup aux paissières à lichen, qui sont en général très, très isolées, hein, très difficiles d'accès. Pour se rendre là, à moins d'y aller en canot par soi-même, mais ça prend un budget substantiel, il faut y aller en hélicoptère, prendre plusieurs placettes sur un gradient latitudinal de 1000 km, par exemple, ça prendrait un budget énorme qu'on n'a pas lorsqu'on est un étudiant au doctorat ou un jeune professeur qui vient tout juste de commencer. Alors, j'ai profité de ces expéditions-là, finalement, pour carotter des arbres. J'ai aussi prélevé des rondelles, mais comme vous pouvez voir ici, il faut que tu portages ces rondelles-là sur ton dos. Alors, je l'ai fait une fois. Je suis content de l'avoir fait, mais maintenant, je me concentre sur les carottes. Et qu'est-ce que ça nous a appris, finalement? Bien, premièrement, les modèles, là, les modèles généraux, je dirais, qui s'intéressent à comment la forêt boréale s'adapte présentement au réchauffement climatique. On le sait, comme je vous ai, que ça se réchauffe beaucoup plus vite dans le nord. En général, ces modèles-là, ici, justement, c'est un super travail de méta-analyse de Catherine qui travaille avec nous ici. Ce que je veux que vous regardiez, c'est vraiment, c'est pas ce carré-là, mais c'est lui juste un petit peu plus haut. Comme vous pouvez voir au sud, c'est rouge. Et à quelque part, proche du 50e parallèle, ça devient bleu. Ce que ça veut dire, ça, c'est que les températures au mois de juillet, plus au sud, le fait que ça devient de plus en plus chaud, on pense que ça crée un stress hydrique. Il fait déjà assez chaud pour la forêt boréale. Rajouter de la chaleur, ça crée des sécheresses et ça affecte négativement la croissance des arbres. Par contre, à quelque part, il y a un moment magique, là, on ne le sait pas exactement, mais Loïc d'Orangeville aussi a étudié ça avec la dendrochronologie et montrait que c'est entre le 45e et le 50e parallèle en général, bien là, la forêt boréale devient limitée par la température. Et donc, le fait qu'il fasse plus chaud, ça a un effet positif sur la productivité. Donc, c'est les modèles à large échelle, finalement. C'est ça que ça donne lorsqu'on utilise plein de séries et plein de placettes. Nous, ce qu'on a fait, justement, dans les dernières années, comme je vous ai dit, c'est que j'ai fait plusieurs expéditions là, à travers l'Arctique et aussi, j'ai collaboré avec des chercheurs au Centre d'études nordiques pour rassembler des séries vraiment à la limite des arbres, ou du moins proche de la limite des arbres. Qu'on se rend compte là-bas, ici, c'est justement le coefficient des modèles. Alors, quand c'est positif, c'est ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'il fait plus chaud durant la saison de croissance, ça aide la croissance des arbres. Et ça, on l'observe finalement à tous les sites. Kazan, c'est ce qui est vraiment le plus à l'ouest. Ici, j'ai appelé ça Hudson.
et ici, c'est Ungava. Alors, on a les sites ici. Et en gros, ce que ça montre, c'est que plus on est au nord, donc c'est ici les sites qui sont numéro 1, c'est nos sites qui sont vraiment les plus au nord. Là, on remarque que, clairement, la forêt répond, les saisons de croissance qui sont plus chaudes et plus longues, il y a une plus grande croissance. Par contre, à notre grande surprise, ce qu'on se rend compte, c'est que l'effet diminue super rapidement et même devient non significatif à certains endroits, comme sur le site le plus au sud, dans la région de la rivière Kazan, pour devenir non significatif. Comme si c'est vrai que le climat limite vraiment la croissance de nos arbres proches de la limite nordique, mais seulement quelques centaines de kilomètres plus au sud, c'est déjà plus le cas. Donc, on voit que les gros modèles qui généralisent beaucoup la croissance, c'est pas nécessairement faux, mais il faut faire attention. Ça semble être beaucoup plus hétérogène que ça, finalement, les relations croissance-climat. Pour les précipitations, à notre grande surprise, les précipitations partout, ça avait un effet négatif. Puis en gros, là, on parle de des arbres qui ont quelques semaines de croissance seulement par année. Et dans l'Arctique, pour avoir passé beaucoup de temps là-bas, je vous assure que lorsqu'il se met à pleuvoir, il fait super froid. Et parfois, ça devient juste très nuageux. Il ne tombe pas beaucoup de précipitations, mais ça vient avec plusieurs jours très nuageux où il y a moins de soleil. Et ça semble, finalement, les précipitations, ça semble diminuer la croissance de ces peuplements-là. Par contre, un autre aspect qui est intéressant, c'est qu'on a regardé comment ça varie dans le temps. Et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est en train de changer beaucoup pour plusieurs variables. Ici, en haut, c'est justement la température durant la saison de croissance. On voit que, justement, là, dans la région de la baie du Tson et dans la région de l'Ungava, c'est de plus en plus fort le signal, de manière générale, à tous les sites. Donc, dans les dernières années, les peuplements réagissent plus lorsqu'il fait plus chaud, finalement. Donc, le signal il devient de plus en plus fort. Pour les sécheresses, on voit que, justement, pas les sécheresses, mais les précipitations, comme je vous ai dit, il y a des régions comme la rivière Kazan il y a une tendance, mais qui est assez faible, mais quand même, il y a une certaine tendance où là, c'est en train de changer. Et finalement, ça devient de moins en moins négatif. Donc, de plus en plus, on pense, justement, là, depuis les années 90 surtout, mais c'est en train de changer. Et ce que ça montre, c'est que plus il commence à faire chaud, plus on pense qu'on aperçoit un stress hydrique, finalement. Parce que là, les précipitations, ils ont de moins en moins un effet négatif. Ça devient tranquillement soit non significatif, voire même ici, dans l'Ungava, ça devient positif là, dans les dernières années, juste les dernières décennies. Alors, ça montre qu'il y a un certain... C'est très dynamique présentement, là, ce qui se passe à la limite des arbres. Quelque chose que je n'ai pas encore parlé, qui est intéressant aussi, c'est le couvert neigeux. On se rend compte qu'il y a un impact négatif dans certaines régions. Dans d'autres régions, il y a un impact positif. Et ça, c'est difficile de bien comprendre, mais il faut comprendre que Kazan, ici, il y a beaucoup moins de précipitations en général que les autres, régions. Et on pense qu'un couvert de neige qui est très épais peut retarder un peu la saison de croissance. Ça garde le sol gelé, ça empêche la disponibilité à l'eau. Donc, présentement, le couvert neigeux, ça a un effet négatif. On a regardé aussi l'effet des événements ponctuels. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça avait, encore une fois, là, un grand impact. En fait, le plus important de ce graphique-là, le plus intéressant, c'est les deux qui sont en haut. En gros, on a la saison de croissance et on voit vraiment, là, c'est la saison de croissance standardisée. Alors, lorsqu'on est ici, c'est une saison de croissance qui est particulièrement courte. Lorsqu'on est ici, c'est une saison de croissance qui est particulièrement longue. Et on peut voir, là, pour la courbe noire et la courbe bleue, dans les deux cas, ça augmente, la croissance augmente. Donc, plus la saison de croissance accumule de la chaleur, en général, encore une fois, les arbres en profitent. Par contre, la différence entre la ligne bleue et la ligne noire, c'est les années où il y a un gel printanier important. Et comme vous pouvez voir, vous voyez la pente, hein, la croissance, dans une saison de croissance qui est vraiment faible, ça augmente, mais ça n'augmente pas tant que ça non plus, versus lorsqu'il y a un gel printanier, ça descend énormément. Et ce que ça montre finalement, cette recherche-là, cette fois-ci, c'était vraiment un gradient. Là, on s'est concentré sur la région de l'Ungava, puis on comparait les sites plus au nord versus plus au sud. Les sites plus au nord étaient vraiment affectés négativement par les gels-dégels. Les sites plus au sud ne semblaient pas vulnérables, en fait. Eux, ils répondaient même positivement, parce que probablement que c'est juste que le printemps est plus chaud, et ils étaient moins vulnérables au gel-dégel. Donc, encore une fois,
ça change énormément. On pense que, bon, dans le nord, la saison de croissance, c'est vraiment, vraiment pas long. C'est des arbres qui se sont spécialisés pendant très longtemps dans des saisons de croissance super courtes. Donc, probablement que la quantité de chaleur pour qu'eux commencent à débourrer et justement envoient de l'eau là, dans leurs bourgeons, mais c'est minime. Et ça les rend plus vulnérables à des gels maintenant que le climat est de plus en plus instable. Ce qu'on a observé aussi dans le nord, c'est qu'il y en a de plus en plus de gel-dégel au printemps. Donc, probablement que les arbres là-bas sont un peu moins bien adaptés que dans le sud. Bon, ici, c'est un peu la même chose, finalement. Là, comme vous pouvez voir, dans le sud, c'était beaucoup moins clair, versus dans le nord, on avait vraiment des années, ici, là, au début des années, où à chaque fois qu'il y a un gel plus foncé, il y a une chute de croissance. On pouvait le voir très bien aussi là, à la fin des années 90 et dans les années 2000. Et justement, on était capable de montrer que la probabilité d'avoir une chute de croissance dans le nord était vraiment élevée, avec justement, ça c'est l'accumulation là, de la chaleur avant le dernier gel en termes de degrés jour. Puis on voyait que ça prenait vraiment pas beaucoup d'accumulation là, pour avoir une probabilité d'avoir une chute de croissance vraiment élevée. Et les deux courbes, ça encore une fois, c'est lorsqu'il y a une faible saison de croissance, donc une saison de croissance où en général, après, il n'y a pas beaucoup de chaleur, versus une saison de croissance où en général, il y a beaucoup de chaleur. Ce qui fait en sorte que dans tous les cas, peu importe la saison de croissance, la probabilité était élevée. Et la saison de croissance était capable de compenser là, lorsqu'il y avait des gels. L'effet était là aussi dans le sud, mais c'était un petit peu moins grand. Bon, alors, je ne veux pas trop m'attarder, encore une fois, comme on est sur l'heure du dîner, puis tout le monde a faim, j'imagine, et d'autres choses à faire. Mais je voudrais simplement conclure en disant que c'est ça, encore une fois, ça c'est lorsqu'on regarde la croissance radiale moyenne de tous nos sites. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment une tendance vraiment claire qui sort de toutes ces séries-là, finalement. Il y a des peuplements où la croissance est relativement stable, voire elle augmente un peu à partir, justement, là, des années 50, des années 60, comme on peut voir ici, justement, dans la région de Luçon. Dans la Kazan, bon, mais dans la région de la rivière Kazan, mais ça change beaucoup aussi. En général, ça diminue, sauf ce site-là ici. Et bref, ici, bien, on a vraiment de tout dans l'Ungava, des peuplements qui diminuent de croissance, qui augmentent, etc. De manière, par contre, assez générale, vous remarquerez que dans les dernières années, il y a des chutes. Donc, la croissance diminue, et ça, on peut le voir là, dans plusieurs peuplements. Et je ne peux pas m'avancer beaucoup dans ces conclusions-là, parce que je trouve qu'encore une fois, on manque cruellement de séries de croissance là, à l'échelle de tout le Canada au complet. Mais tout ça pour dire que le patron est assez difficile à identifier et ça semble extrêmement variable. Et c'est un contraste, je ne veux pas trop en fait, je trouve qu'il y a un certain contraste. En fait, on voit hein, que présentement, ici, c'est un exemple justement des chercheurs du CEN qui parlent de l'effet d'arbustation ou c'est le greenness en anglais, donc le verdissement du Nord. Hein. Et ce que ça montre, c'est que il y a beaucoup d'articles qui sont sortis dans les dernières années pour dire dans le Nord, il y a vraiment les arbustes profitent énormément du réchauffement climatique et au dépens, malheureusement, du lichen. Et ça, il y a quand même un certain enjeu là-dedans parce que le lichen, avec l'albédo, mais ça fait en sorte que ça absorbe presque pas de chaleur. Versus l'arbustation, bien là, une fois que tu es rendu avec des bouleaux glanduleux ou des zones, etc., bien, ça capte plus de chaleur et ça contribue finalement, ça accélère ce réchauffement-là. Et on aurait pu s'attendre que, bon, bien, au moins, la limite des arbres, ça soit dynamique, que les arbres stockent plus de carbone parce qu'ils profitent de la chaleur. Mais qu'on se rend compte, c'est que... Oh! Veuillez fermer vos micros, s'il vous plaît, tout le monde qui nous écoute à distance. Ça serait apprécié. Merci. Bref, ça, c'est un patron qui semble vraiment, vraiment clair, partout dans l'article, si c'est un exemple pour le Nunavik. Par contre, comme je vous l'ai démontré, pour la forêt, bien, c'est beaucoup moins clair. Il y a une étude qui a montré que c'est à peine la moitié de ce qu'on appelle la tree line, où on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé en termes que c'est dynamique puis c'est en train de prendre de l'expansion. L'autre moitié, il ne semble pas montrer aucun signe d'expansion. Et nous, jusqu'ici, bien, avec nos indices de croissance, bien, il ne semble pas avoir une grosse réaction. Alors, bref, il y a quand même un bon contraste. C'est quoi la suite? Je vais terminer avec ça.
La suite, bien, c'est d'autres projets de recherche. En gros, là, bon, je vous ai parlé justement que j'avais fait beaucoup d'expéditions. Ce qui est en orange, bien, premièrement, ce qui est en gris, tiens, ça, c'est la taïga du bouclier canadien. C'est l'écosystème qui m'intéresse particulièrement. C'est le deuxième plus gros écosystème boréal. Ça couvre à peu près 2 millions de kilomètres carrés au Canada. C'est gigantesque. C'est énormément de carbone. C'est super important aussi pour la biodiversité. Ce qui est en orange, c'est des coins que j'ai déjà parcourus ou que des chercheurs ont eu la bonté de me partager finalement des séries de croissance, autant pour l'épinette noire que l'épinette blanche. Ce que vous voyez en rouge, c'est justement l'été prochain. Peut-être vous allez entendre parler là, de Accord 2024. Mes expéditions, en général, je les avais nommées sous le nom d'Expédition Accord. Vous pouvez aller trouver, là, ça a été couvert quand même beaucoup. On a écrit un livre, on a un documentaire, on a un site Internet. Si vous tripez sur l'aventure, vous irez vous informer. Bref, il y a une prochaine expédition Accord et que je ne ferai pas dans l'entièreté, parce que l'idée, c'est de traverser tous les territoires du Canada au complet, incluant l'île de Baffin. Mais moi, je vais faire un petit segment parce que, bien, encore une fois, je trouve que fondamentalement, on manque énormément de données dans l'Arctique. Et justement, cette expédition-là va me permettre de couvrir, c'est les points en rouge, là, un gradient de plus de 1000 km finalement, où je vais pouvoir échantillonner et passer vraiment du début de la taïga du bouclier canadien jusqu'à la limite nordique par la rivière Tellon, qui est une super enclave de forêt boréale. Et bref, bon, ben, par la suite, bien, 2025, c'est ce que j'ai prévu de faire. Mais cette fois-ci, je serai plus seul parce que c'est ça, je recrute un étudiant qui est ici, Philippe, qui va se lancer dans l'aventure finalement pour aller chercher plus d'échantillons. Cette fois-ci, dans le coin de la rivière aux Feuilles, qui fait un super lien justement entre la région de la baie d'Ungava et la région de la baie du Son. Et bref, il y a d'autres expéditions scientifiques de prévues aussi en 2026. Éventuellement, il y a une limite de ce qu'on peut trouver juste en passant par là puis en carottant des arbres. Ça va prendre des sites où on reste pendant plusieurs semaines, où on s'intéresse à la croissance en hauteur, à la régénération et à plein de choses. Et pour ça, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser, dont justement la télédétection, les drones, etc. Donc, c'est le début finalement. C'est un petit volet de mon programme de recherche parce que mais il y a quelque chose de super fondamental là-dedans que je trouve super intéressant. Et j'ai des projets aussi. Encore une fois, ce que je vous ai montré, c'est quand même assez étonnant. On est passé d'ici, des érablières du Québec, jusqu'à la limite nordique. Et dans les deux cas, l'effet des gels-dégels et des stresseurs climatiques avait un effet super important sur la dynamique forestière. Évidemment, pour l'instant, je n'ai pas couvert entre les deux, mais il y a énormément d'écosystèmes forestiers, d'espèces, etc., entre les deux. Et ça, c'est un projet où j'ai deux étudiants ici, Sébastien et Florence, qui sont là, qui s'intéressent particulièrement à ces questions-là, finalement, mais avec des séries. C'est un projet qu'on a commencé, on a regroupé énormément de bases de données provinciales et fédérales. Maintenant, on est rendu avec plus de 60 000 séries, de plus de 20 000 sites à travers tout le Canada et dans les différentes provinces. Donc, c'est un travail là, qui s'est fait sur plusieurs années. Et là, on est prêt finalement à étudier de manière beaucoup plus large l'effet des stress climatiques sur l'ensemble des espèces qu'on a au Canada. Et on collabore aussi avec ces projets-là avec différents chercheurs qui, eux, ont rassemblé des bases de données plus au sud. Parce que ce qui m'intéresse, justement, l'érable à sucre, j'aimerais ça être capable de couvrir jusqu'à la limite au sud. Et les espèces tempérées, présentement, là, dans les grosses études qu'on a faites, c'est souvent les oubliés, finalement. C'est plus difficile de faire de la dendrochronologie, c'est plus difficile à comprendre, et les bases de données, bon, sont moins là. Mais bon, on collabore avec différents chercheurs, mais Loïc d'Orangeville, là, qui co-dirige justement Sébastien, mais aussi Tim et Neil Peterson. Neil qui est à Harvard Forest, bon, bien, on collabore pour essayer de ramasser là, des bases de données plus au sud et intégrer ça dans les mêmes projets, finalement, pour mieux comprendre, encore une fois, là, les relations entre les croissances et le climat. C'est d'ailleurs un projet qui démarre dans les prochains jours, qui va me permettre là, de recruter 2 maîtrises de plus et probablement un étudiant au doctorat de plus. Alors, c'est super excitant. Et voilà, c'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Merci Guillaume. Est-ce qu'on a du temps pour des questions? Oui, on a du temps pour des questions. Qui veut se lancer en premier ou en première?
Oui, on va passer le micro, comme ça les gens à la maison pourront nous entendre. D'abord, merci Guillaume d'avoir accepté l'invitation du CEF et de nous mettre au courant de ce que tu fais et ce qu'on compte faire. C'est vraiment trippant, c'est stimulant. Puis j'essayais de prendre tout ce que tu nous as raconté puis mettre ça en lien avec ce que moi je connais. Puis super, je vois que tu nous as présenté là, les questions de ce qui se passe, la sensibilité aux extrêmes climatiques, à la limite nordique de certaines espèces d'arbres. C'est trippant parce que, écoute, ça répond à peu près de la même façon que les dindons sauvages qui font à peu près la même affaire, mais plus vite. Là. Puis ce qu'on voit, c'est que sur les fronts de migration, c'est là que la réponse est plus sensible, finalement, à ces extrêmes climatiques. Là, ce que je voulais voir, c'est comment tu vois qu'est-ce que ça nous dit, ça, sur des stratégies de migration assistée, telles qu'on les imagine présentement? J'adore ta question parce que, justement, comme je l'ai dit, je m'intéresse un peu aux questions de migration assistée. Puis, souvent, je me fais poser la question, tu sais, tes projets à la limite des arbres, c'est bien cute, mais c'est quoi le rapport avec la sylviculture? Puis, je réponds tout le temps, tu sais, en fait, il y a tellement de connaissances qu'on peut développer de ça sur la capacité d'adaptation des arbres et de comment ça varie aussi d'une population à l'autre. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on récolte aussi en expédition là, des bouts de tiges, finalement, pour être capable de retracer génétiquement ces populations viennent de où. Et donc, de combiner ça, en fait, il y a beaucoup de tests présentement en migration assistée, comme Transix, qui commencent à être déployés sur le territoire. Il y en a d'autres, il y a Dream au Québec, etc. Mais présentement, c'est des plans, c'est des semis. Et ça raconte une partie de l'histoire. C'est super intéressant. Mais là, moi, ce que je trouve fascinant de ces forêts-là, c'est que depuis, admettons, si je parle juste pour le Nunavik, depuis les années 90, là, le réchauffement là-bas, il est hyper abrupt. Et donc, on a un 30 ans au moins d'années où là, on est capable de voir, pour des forêts matures, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la capacité d'adaptation d'un arbre rendu à maturité lorsqu'il a entre 100 et 300 ans? Et c'est quoi la différence entre le nord et entre le sud? Tu sais, le fait que je rajoute toujours des gradients latitudinales, mais c'est un peu pour voir ça, hein, parce que c'est un peu ironique. C'est les populations qui sont les experts du froid, qui sont spécialisés pendant des milliers d'années à être capables d'être dans les conditions les plus extrêmes pour l'épinette noire et l'épinette blanche. Et c'est eux qui subissent le réchauffement parfois 2 fois plus élevé qu'ailleurs sur la planète Terre. Donc, il y a énormément à apprendre, je trouve, là-dessus. Et je trouve qu'en migration assistée, présentement, c'est une belle idée théorique. Mais moi, de mes yeux de sylviculteur, c'est pas un outil. Là. On est vraiment loin d'être capable de dire pour tel peuplement, en fonction de où on est au Canada, c'est quelle espèce qu'il faut privilégier, de quelle population. On est vraiment, vraiment loin. Alors, c'est des projets qui contribuent à avoir une meilleure idée, finalement, du potentiel d'adaptation et de la variation génétique, finalement, dans ce potentiel d'adaptation-là des espèces. On le fait avec des semis, mais là, moi, je trouve que ces forêts-là, c'est une occasion en or de le faire avec des forêts mature. Et je trouve que c'est deux manières, finalement. Normalement, j'ai hâte de voir est-ce que ça va dans la même direction, nos conclusions, mais normalement, ça devrait nous aider. Mais présentement, un sylviculteur, tu lui demandes de faire une prescription de migration assistée, c'est vraiment limité. C'est pour ça que je trouve que je m'intéresse aussi beaucoup aux coupes partielles, parce que j'ai l'impression que les coupes partielles, comme je vous ai montré un peu avec la méta-analyse, puis d'autres projets, ça semble être une manière super concrète maintenant, on sait comment faire ça, pour nous donner justement une fenêtre d'opportunité pour développer plus de connaissances et éventuellement être capable de dire c'est telle espèce qu'on devrait planter à tel endroit, qu'on l'a montré sur le terrain, puis qu'on est capable d'avoir de différentes méthodologies, différentes sources d'informations. On a ces connaissances-là, mais présentement, on ne l'a vraiment pas. Là. Alors, pour moi, c'est directement lié et ça va aider éventuellement à faire de la migration assistée qui est pertinente. Et que je crois je pense qu'on a vraiment un grand potentiel avec ça, mais qu'on est loin de le mettre en place. Merci Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Il y a une question en ligne, je crois. Ah oui, non? Oui, vous avez une question?
Oui, j'ai une question. Merci pour la présentation, c'est super bien. Je suis Semel Cherizol, étudiant à la maîtrise en sciences forestières sous la supervision des professeurs Evelyne Tifou et David Rivex. J'ai une petite question à vous poser. Face aux nombreux feux de forêt enregistrés au cours des dernières années au Canada, en particulier au Québec, selon vous, l'outil essentiel pour freiner ou bien pour minimiser les impacts des feux de forêt, est-ce que c'est sélectionner des espèces d'arbres à croissance rapide, plus tolérantes à la sécheresse, ou augmenter le volume de lacs pour enfin refroidir les milieux forestiers? Merci. J'ai mal compris la dernière. Augmenter le volume de Le feuillus? volume de lacs, vu qu'il y a beaucoup d'eau au Québec, si on agrandit le nombre de lacs, ça va créer un milieu ambiant, un milieu refroidi pour neutraliser la pression, la chaleur quand il y a feu de forêt. C'est ça ma question. C'est-à-dire, est-ce qu'on va créer, c'est comme si vous allez en Floride, on crée des lacs, c'est juste pour, non seulement c'est pas pour enrichir l'écosystème, mais on crée un système, il y a de l'eau pour refroidir le milieu, pour empêcher la précipitation de la chaleur. C'est ça ma question. Bien, écoutez, peut-être que je me trompe, là, c'est loin d'être mon expertise, mais j'ai l'impression que l'eau sur la planète Terre est assez stable, la quantité d'eau. Je ne pense pas que c'est réaliste de penser qu'on va créer des lacs à l'échelle du territoire, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose que je comprenne mal là-dedans, mais je pense qu'il y a des solutions pour les feux de forêt, mais c'est en lien avec une diversification. En fait, c'est une question qui est difficile, là, les solutions. Il y a des solutions civicoles pour diminuer la vulnérabilité de nos forêts au feu. Ça, c'est clair. En général, justement, c'est d'avoir des forêts avec des structures et des compositions plus complexes. Et de diminuer, finalement, avec des coupes partielles, par exemple, là, la quantité de combustible qui est disponible. Ça, on le sait qu'il y a un grand potentiel. On a des données empiriques qui le démontrent, en fait. Rendu là, ce qui bloque, c'est que ça veut dire faire de la sylviculture assez raffinée. Et ça coûte de l'argent. Et en forêt boréale, bien, en général, la foresterie, c'est surtout une foresterie de volume où on récolte beaucoup et on amène ça à l'usine. Malgré tout, c'est pas des marges énormes là, en termes de profit. Et commencer à faire une sylviculture beaucoup plus raffinée où on fait des coupes partielles, comme de l'éclaircie commerciale, où on va à la limite aller aider, favoriser l'enfeuillement. Qu'est-ce qu'on fait après avec ces feuillus-là, hein, avec le peuplier, avec le bouleau? Et est-ce qu'on est capable vraiment de rentabiliser ces interventions-là? Et sinon, est-ce que c'est une raison de ne pas le faire? Parce qu'on peut se demander c'est quoi le coût de finalement tout l'argent qu'on met dans combattre les feux. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse une comparaison entre ce serait quoi le potentiel de sylviculture si, au lieu de mettre autant d'argent dans combattre des feux, on faisait plein de traitements super précis à diminuer justement, à complexifier notre forêt, puis à diminuer, à devancer les processus de mortalité, puis à diminuer le combustible qui est présent dans nos forêts. J'ai l'impression qu'on aurait beaucoup de marge, puis qu'on pourrait avoir une sylviculture assez extraordinaire. Mais bref, c'est ma réponse pour aujourd'hui. OK, merci. Merci. D'autres questions? Si on n'a pas d'autres questions, ça fait le tour. Merci encore, Guillaume, d'avoir accepté notre invitation. Puis on se retrouve dans à peu près un mois, c'est ça? Le 18 avril pour une présentation. On va aller chez nos voisins au Marchand. Ça va être une présentation conjointe CEF et IBIS avec Ilga Porth. Fait qu'on vous attend là-bas. Merci, bon après-midi, puis joyeuse Pâques. Merci. Merci encore. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.